Mais non, sois pas jaloux. Toi, t'es ici au chaud. Lui, il est là-bas, derrière, on s'en fout. Bonjour à tous, on se retrouve rapidement avant que la vidéo ne commence. Et il n'y a pas de sponsorisation, vous pouvez rester, ça va aller très vite. En premier lieu, je souhaitais vous remercier parce que la chaîne a littéralement explosé. On est de plus en plus nombreux, proche des 100 000 abonnés. D'ailleurs, on pourrait avoir cet objectif d'atteindre le chiffre fatidique des 100 000 avant la fin de l'année. On y est presque, donc si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez participer, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. Ensuite, merci à vous qui regardez les vidéos de manière très régulière, à ceux qui font des dons sur Tipeee, ceux qui rejoignent la chaîne et qui décident de participer financièrement. C'est vraiment une aide précieuse et tout cet engouement autour de Cogiter Stories est juste incroyable, donc merci. Enfin, je souhaitais remercier Lorraine qui m'a confectionné ce beau petit pull peint à la main. C'est une jeune artiste française qui fait des œuvres comme ça et c'est absolument incroyable parce que c'est peint à la main, je veux dire c'est fou. Alors je vous ai montré l'avant, mais voici l'arrière avec un niveau de détail encore plus élevé. Elle fait absolument tout sur des pulls, des vestes, des pantalons, des chaussures. C'est extraordinaire et vous pouvez personnaliser donc des vêtements. Je vous montre encore quelques-unes de ses œuvres qu'elle a réalisées. Allez lui donner de la force sur Instagram en la suivant. Et puis, si vous avez envie de passer commande, soit pour un cadeau, soit pour vous-même, vous pouvez la contacter directement sur Instagram aussi. Et elle vous donnera tous les renseignements nécessaires, les prix, qu'est-ce qu'elle peut faire comme dessin, etc. Mais bon, vous l'avez vu, elle peut faire des choses très très cool. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, on peut passer à la vidéo. N'oubliez pas l'objectif des 100 000 abonnés et puis l'Instagram de Lorraine en description. C'est parti. Vous, moi, les autres, sommes-nous tous une seule et même personne? N'y a-t-il pas enfoui chez chaque individu d'innombrables personnalités? Nos actes ne sont-ils pas dictés par ce qui, à l'intérieur de nous, foisonne? Difficile de répondre tant le mystère reste entier, secret et dans notre cerveau, scellé. Ce qui est avéré en revanche est que certains êtres humains perdent le contrôle, repris par le monstre qui, au fond d'eux, sillonne. Il est 6h du matin, ce 22 juillet 1989 à Cleveland, aux États-Unis. L'est de la ville est encore endormi, attendant que les premiers rayons de soleil annoncent le début de la journée. Pourtant, une femme s'apprête à se coucher. Malvette Stockwell, âgée de 21 ans, est enceinte de 3 mois. À vrai dire, elle est sur le chemin du retour proche du motel où elle loge avec son petit ami. La nuit fut longue pour elle, les clients n'étaient pas faciles et la jeune femme est épuisée. Car oui, Malvette est travailleuse du sexe. Seul moyen pour elle de s'en sortir est gagner suffisamment d'argent avant que son bébé ne vienne au monde. Cependant, le repos ce n'est pas pour tout de suite. Lorsqu'elle arrive sur le parking du motel, elle remarque 2 voitures suspectes. Connaissant le monde de la rue pour y être confrontée quotidiennement, elle sait qu'il s'agit certainement de policiers en civil. Elle connaît peut-être même les raisons ayant poussé la police à surveiller le motel, puisque son petit ami est un trafiquant de drogue. Pour Malvette, il est évident que les agents se préparent pour un coup de filet. Afin de ne pas sembler suspecte auprès des policiers en planque, la jeune femme s'est garée comme si de rien n'était, puis a quitté le parking, marchant sans réelle destination. Tout ce qu'elle souhaite est de ne pas être impliquée dans une histoire qui viendrait compliquer encore un peu plus sa vie, déjà bien tourmentée. Elle s'éloigne du motel, non sans stress, espérant ne pas être attrapée par les agents. Elle sent une présence, effectivement un homme n'est pas loin. Mais ce n'est pas un policier. Malvette, bien qu'elle ne le connaisse pas personnellement, l'a déjà aperçu dans le quartier. Il a une vingtaine d'années, il se présente sous son nom, Anthony, et il habite juste en bas de la rue. Il a remarqué que la jeune femme semblait avoir besoin d'aide, alors il lui propose gentiment de se rendre chez lui si elle a besoin de passer un coup de téléphone, ou bien même de patienter quelques heures le temps que la situation se calme au motel. Malvette hésite au départ, mais rapidement, elle se rend compte qu'elle n'a pas vraiment d'autre endroit où aller alors qu'elle est épuisée de sa longue nuit. Elle accepte donc la proposition d'Anthony et ensemble se dirigent vers sa maison au 1878 Page Avenue. Lorsqu'elle pénètre dans les lieux, elle reste sur ses gardes, il vaut mieux. Mais quand la porte s'ouvre, elle aperçoit la sœur d'Anthony endormie sur le canapé au rez-de-chaussée. Le sol est jonché de jouets, démontrant la présence d'enfants.
La maison apparaît être un endroit suffisamment sûr pour s'y reposer quelques heures. Le jeune homme conduit Malvette à l'une des chambres, en lui demandant de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller sa sœur. Une fois à l'étage, la jeune femme entre dans la pièce suivie d'Anthony. Elle fait quelques pas à l'intérieur avant de se retourner et remarquer que son hôte verrouille la porte avant de placer une valise dont le poids semble conséquent devant. Malvette comprend qu'il n'est pas d'aussi bonne intention qu'il le laissait paraître. En réalité, il est même hostile. Elle pense bien à crier, mais abandonne rapidement cette idée lorsqu'Anthony présente un énorme couteau. Celui-ci se dirige tranquillement vers la fenêtre pour la fermer, puis s'adresse à Malvette en exigeant qu'elle s'assoie sur le lit. Elle comprend instantanément les envies du détraqué chez qui elle vient d'entrer. La panique monte, mais pour sauver sa peau et celle de l'enfant qu'elle porte, elle va devoir se plier aux exigences de son agresseur. Malvette doit retirer ses habits. Anthony saisit un torchon qu'il roule en boule avant de l'enfoncer dans la bouche de sa victime, puis débute un viol. Notez qu'après son acte écœurant, l'homme ne cesse de présenter des excuses comme s'il émettait des regrets. Pourtant, ce qu'il s'est passé dans cette chambre se répétera à de nombreuses reprises durant les 15 heures qui suivent. Le cauchemar est loin d'être terminé. Malvette est exténuée. Elle est aussi affamée. D'ailleurs, son estomac gargouille, ce qui n'échappe pas à Anthony, qui réagit et lui dit ces mots terrifiants. « Tu devrais faire tes prières, parce que je vais te nourrir et puis te tuer. Mais d'abord, je dois me reposer. » Il attache donc la jeune femme à l'aide de ceintures et de cravates qui maintiennent les chevilles ainsi que les poignets de Malvette. Après ça, Anthony s'allonge sur le lit à ses côtés, puis s'endort. Bien sûr, il est hors de question pour la future maman de fermer les yeux. Elle prend le temps d'écouter la respiration de l'homme, essayant de détecter le moment où son sommeil sera le plus profond. S'il faut tenter quelque chose, c'est maintenant. De toute manière, à son réveil, il sera trop tard. Malvette se glisse lentement hors du lit le plus discrètement possible afin de ne pas faire bouger trop violemment le matelas. Voici deux options s'offrant à elle. La porte de la chambre par laquelle elle est entrée, mais celle-ci est verrouillée, et la lourde valise servant de barricade est un obstacle supplémentaire. Non, ce n'est pas la bonne solution. Le boucan réveillera Anthony sans que Malvette n'ait le temps de s'enfuir. Il faut passer par la fenêtre. Le problème, c'est que l'homme a pris soin de la fermer et que les mains de Malvette sont attachées dans son dos. C'est grâce à sa tête que la jeune femme trouve la solution, puisqu'elle va l'utiliser pour soulever le cadre. Dans ces conditions, plus facile à dire qu'à faire. Surtout qu'à chaque échec, Malvette peut voir le large couteau d'Anthony à côté duquel il dort, signe qu'à la moindre erreur, c'est une mort certaine qui l'attend. Par miracle, cette fenêtre finit par s'ouvrir. En regardant à l'extérieur, la jeune femme voit la distance qui la sépare du sol. Et elle est conséquente. Il n'y a même pas à réfléchir. Mieux vaut se jeter dans le vide plutôt que de rester avec le malade qui la retient prisonnière. Et puis, il y a peut-être une chance qu'un rebord en contrebas amortisse sa chute. Alors elle se jette. L'atterrissage est rude, mais la douleur est inexistante avec l'adrénaline sécrétée dans son corps. Malvette se relève et court aussitôt vers deux femmes se trouvant autour d'une voiture. Elle ne peut pas crier étant toujours bâillonnée, ce qui laisse perplexes les femmes qui ne comprennent pas la drôle de scène qui se joue sous leurs yeux. Malvette se retourne alors pour montrer ses liens. C'est ainsi que les deux personnes saisissent l'urgence, criant d'appeler la police tout en prenant en charge la pauvre victime. Durant tout ce temps, Anthony n'a rien remarqué. Il devine ce qu'il s'est passé quand il est réveillé par le fracas des agents de police qui brisent la porte de la chambre où il était toujours en train de dormir. Anthony Sowell est placé en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration et viol. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'une personne comme lui ne mette plus les pieds à l'extérieur, il parvient à payer le montant de sa caution, l'autorisant ainsi à respirer l'air frais à nouveau. Presque sans surprise, l'accusé ne se présente pas à son audience prévue quelques mois plus tard à l'automne 1989. Dans la foulée, le 8 décembre, un mandat d'arrêt est émis à son encontre suite à ce manquement. Cependant, les méandres de l'administration américaine et peut-être un manque d'intérêt concernant l'affaire de la pauvre Malvette Stockwell créent une lenteur dans l'application de ce mandat d'arrêt. Alors même qu'Anthony ne s'est pas enfui, il réside toujours au sein de la même maison où il a agressé cette femme enceinte. Cette inaction de la part des autorités sera lourde de conséquences, puisque les mois s'écoulent et nous voici le 24 juin 1990. Anthony a invité une femme de 31 ans à rester chez lui,
Tout comme Malvette, celle-ci est enceinte, de 5 mois cette fois-ci, et comme Malvette, elle sera agressée dans des circonstances similaires. Quoiqu'Anthony est bien plus sadique, il oblige sa victime à dire qu'elle aime ce qu'il est en train de lui faire subir tout en l'appelant monsieur. Dans ce cas, l'homme entre dans une forme de domination extrême. L'histoire se répète. Après de longs moments de supplice, la victime est aux côtés de son agresseur, endormi, puis trouve un moyen de s'échapper. À nouveau, la police est appelée. À nouveau, Anthony est arrêté. Sauf que la femme ne portera pas plainte. Traumatisée par les moments ignobles qu'elle a vécus, elle ne souhaite pas raviver de tels souvenirs. L'important est que ce terrible prédateur se trouve derrière les barreaux désormais. Il n'est pas prêt d'en sortir, dans la mesure où ses écarts, lors de sa dernière convocation au tribunal, ont conduit le juge à ne pas accorder de caution. Malgré l'absence de plainte suite à l'agression de cette femme de 31 ans, Anthony Sowell doit tout de même faire face à la justice pour sa première affaire concernant l'agression de Malvette Stockwell. Avant le procès, un accord est passé. Les charges d'enlèvement et séquestration ne sont pas retenues. Seul le viol fera l'objet d'une condamnation à condition que l'accusé plaide coupable, ce qu'il fait. Le 12 septembre 1990, la sanction tombe, le juge prononçant une peine d'emprisonnement de 15 années à l'égard d'Anthony Sowell, dont l'histoire ne fait que commencer. Le 19 août 1959, Thomas Sowell, un ouvrier en bâtiment, et Claudia Garrison, employée dans un pressing, voient naître le petit Anthony. Il est l'un de leurs 4 enfants qui, malheureusement, ne bénéficient pas d'une éducation normale, loin de là. En premier lieu, le père, Thomas, est un alcoolique notoire, qui passe bien plus de temps à l'extérieur de la maison qu'avec sa famille. Il est totalement absent, laissant ainsi la charge des enfants à Claudia. Cette dernière, d'ailleurs, ne gère pas uniquement sa progéniture. L'une de ses filles, Patricia, meurt dans la vingtaine d'une embolie pulmonaire, laissant derrière elle 7 marmots. La maison est remplie d'enfants. Pour faire régner l'ordre, Claudia utilise la violence à un niveau indécent. Elle les bat dès lors qu'elle considère qu'ils le méritent. L'enfant sanctionné est déshabillé complètement, puis les frappes ne se stoppent que lorsque le sang apparaît. Et pour être sûr que cela serve d'avertissement à tous les autres gamins, elle les fait regarder la scène de torture. Les enfants sont exclus de toute interaction sociale, les anniversaires ne sont pas célébrés, les jours de fête comme Noël non plus, et il leur est interdit, bien sûr, d'amener des amis. Dans la maison, cependant, il y a une exception, c'est Anthony. Le garçon ne subit aucun abus de la part de sa mère. Il ne fait qu'assister au sordide spectacle lorsqu'il y a une sanction publique organisée par celle-ci. À cette période, il est réservé, timide, mais ses relations avec ses camarades d'école sont tout à fait classiques. Il éprouve néanmoins des difficultés à garder des amis puisque la famille nombreuse déménage régulièrement. Autrement, sur le plan scolaire, il est un élève moyen comme beaucoup d'autres. En revanche, lorsque vient l'adolescence, une forme d'excitation se manifeste chez Anthony alors qu'il voit les filles de la maison se faire battre tandis qu'elles sont dénudées. Si bien que pour assister un maximum de fois à ce spectacle, il n'a aucun scrupule à mentir pour qu'elles subissent la sanction. En grandissant, il passe définitivement à l'acte, en abusant de l'une des filles de la maison nommée Léona, âgée d'à peine 12 ans. En parallèle de ces événements, qui se déroulent chez lui, le parcours scolaire du garçon devient de plus en plus mauvais, le poussant à stopper ses études pour intégrer l'armée au printemps 1977. Il est d'abord cuisinier, puis change de profession, devenant électricien. Il parcourt les États-Unis et finit même par être envoyé en mission au Japon, du côté d'Okinawa. Durant son passage au pays du soleil levant, il rencontre Kim Lawson, une autre militaire américaine avec qui il va se marier. Ses camarades sont surpris. Avant de rencontrer Kim, le jeune homme faisait la tournée des clubs de striptease et des bars où il pouvait s'offrir les services de prostituées avec qui il avait des rapports sexuels violents. Mais le mariage tient, jusqu'à la fin de sa carrière militaire qui a duré 8 ans, et le voici de retour à la vie civile en 1985. Seulement, Anthony connaît une grave addiction à l'alcool qui convainc Kim de demander le divorce. Le voici donc de retour dans la maison où il a grandi sur Page Avenue, dans l'est de Cleveland, et s'installe dans les combles. Sans réels objectifs dans la vie, sans emploi et en difficulté financière, il finit par sombrer dans l'alcool et la drogue qu'il consomme et vend.
Son comportement se dégrade à vue d'œil, ce qui le conduit à purger 15 ans d'emprisonnement pour le crime commis sur Malvette Stockwell en 1989. C'est le 12 septembre 1990 qu'Anthony Sowell fait son entrée en prison. Malgré une violence évidente enfouie au fond de lui, il n'est pas un détenu posant problème. Au contraire, il est même apprécié par les gardiens et la direction de la prison. Son passage au sein de l'armée lui a inculqué un certain respect de l'autorité, ce qui est bien vu dans un centre pénitentiaire. Avec cette attitude, Anthony rend son séjour carcéral plus agréable. Certains petits privilèges lui sont accordés. Il tente aussi de travailler sur son addiction à l'alcool, en participant aux séances des alcooliques anonymes. Et le fond du problème chez cet homme, ce sont ses pulsions de nature sexuelle qu'il ne maîtrise absolument pas, lui faisant commettre des actes odieux. Alors, il s'inscrit à un programme destiné aux personnes ayant commis un crime d'une telle sorte. C'est ici que cela bloque pour Anthony, qui ne va pas au bout de ce programme parce que l'une des premières étapes pour traiter ces personnes est de leur faire admettre qu'elles ont commis un crime de nature sexuelle. Ceci est au-dessus des forces d'Anthony, malgré une remise de peine potentielle si le prisonnier va au bout d'une telle cure. L'homme indique qu'il préfère réaliser l'intégralité des 15 années qu'il doit passer en prison plutôt que de participer à ce programme qui interfère avec ses affaires privées qui ne le concernent que lui uniquement. Après une évaluation ayant considéré comme faibles ses risques de récidive, il est donc libéré à la fin de sa peine le 20 juin 2005, âgé de 45 ans. À sa sortie, Anthony s'installe dans une grande maison blanche des années 20, au 12 205 Imperial Avenue à Cleveland. L'ancien prisonnier semble avoir la volonté de se réinsérer. Il suit les règles qui lui sont imposées en se signalant comme délinquant sexuel dans la zone où il s'installe. Il décroche un emploi, modeste mais suffisant pour générer une rentrée d'argent, et rencontre même une femme, Laurie Frazier, qu'il rencontre dans un bar, trouve Anthony séduisant, entamant un jeu de séduction avec lui. La relation se développe si bien que Laurie rejoint Anthony chez lui pour vivre une vie de couple au sein du même foyer. Notez que Laurie Frazier est la nièce de Frank Jackson, le maire de la ville de Cleveland. La vie apparaît reprendre un cours normal pour Anthony. Pourtant, la relation du couple est un peu spéciale. Bien que les sentiments soient présents, la drogue aussi prend une place prédominante. Laurie en consomme beaucoup, notamment du crack, qu'Anthony se démène pour lui fournir. Et ceci rend la femme heureuse. Son compagnon prend soin d'elle, d'une manière certes peu conventionnelle, mais à ses yeux, c'est précieux. Le mariage est en ligne de mire. Simplement, Laurie, un peu trop admirative d'Anthony, finit par aller en prison également, sans surprise pour une histoire de drogue. Lorsqu'elle en sort, durant l'année 2006, la première chose qu'elle fait est d'aller rencontrer son dealer, qui lui apprend qu'Anthony lui avait passé commande régulièrement alors qu'elle croupissait en cellule. Ceci est intolérable pour elle. Non pas qu'il soit entré en contact avec son fournisseur, mais que lui aussi se mette à consommer. Ce que Laurie recherche, c'est une relation où son compagnon prend soin d'elle, tandis qu'elle profite des effets des différentes substances interdites qu'elle inhale. Elle ne quitte pas Anthony immédiatement. Cela ne tarde pas cependant, puisque l'homme, sous les effets, devient violent, ce qui détruit la relation, pourtant stable, quelques semaines auparavant. Laurie est mise à la porte par Anthony, qui sombre dans l'abîme de la drogue. Son physique change, il perd du poids et sa santé se détériore à grande vitesse. En 2007, il n'est même plus capable de travailler. Alors, pour subvenir à ses besoins, il cambriole des bâtiments abandonnés ainsi que des sites de construction afin de récupérer de l'aluminium, mais surtout du cuivre. Et bien sûr, il continue de vendre de la drogue en parallèle. 2007 est l'année qui fait basculer l'Imperial Avenue dans l'horreur. Crystal Dozier est une femme de 38 ans, mère de 7 enfants, dont la vie jusque-là fut pénible pour ne pas dire un calvaire. Elle n'a jamais connu son père, ce dernier étant décédé alors qu'elle était toute petite, et sa mère, en difficulté financière permanente, n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Ceci a conduit à la saisie de leur maison et des années particulièrement difficiles. Rapidement, elle aussi devient addicte au crack, véritable poison de la société américaine. Malgré son addiction, elle est consciente qu'il faut à tout prix qu'elle décroche. Ce n'est pas sans mal qu'elle entreprend de nombreuses tentatives afin de se détacher de la drogue.
sans parvenir à s'en débarrasser, rechutant à chaque fois. En mai 2007, malheureusement, Crystal est dans une phase de rechute. Elle loge chez une amie qui réside sur l'Imperial Avenue, une zone connue pour la vente de crack et les fameuses crack house où des toxicomanes établissent des squats dans des lieux abandonnés. Ce jour, Crystal est à court, et dans le quartier, il y a une maison avec une plus grande notoriété que les autres, celle d'Anthony Sowell. L'homme partage facilement les substances qu'il possède, ainsi que son alcool, et tout ce qui permet une défonce. La femme décide donc de toquer à sa porte pour obtenir sa dose. Anthony ouvre et l'invite à entrer pour partager un moment de détente. Les deux personnes prennent du bon temps, en tout cas jusqu'à ce que le comportement lunatique d'Anthony ne se mette brusquement à changer pour une raison inconnue. Crystal est sans défense, complètement inerte après la dose qu'elle vient de s'envoyer. L'homme en profite pour lui attacher les poignets et les chevilles avec un câble. Les sévices recommencent des heures durant. Cette fois, l'homme ne s'endort pas. Anthony saisit le cou de Crystal, puis l'étrangle en la regardant droit dans les yeux, ce qui lui procure une sensation de puissance qu'il aime. La femme n'a aucune chance face au monstre et meurt dans ces horribles circonstances. Redevenu lucide, Anthony se débarrasse du corps en utilisant deux sacs poubelles, l'un recouvrant la partie supérieure, l'autre la partie inférieure. Il fait tenir le tout grâce à du ruban adhésif, puis attend la tombée de la nuit. Une fois que le quartier est calme, il sort pour enterrer sa victime dans son jardin. La tombe est peu profonde, mais pour s'assurer qu'aucun animal ne vienne extraire un morceau du cadavre, il place une plaque sur la tombe de fortune avant de refermer le trou. Anthony Sowell vient de tuer pour la première fois. Crystal Dozier a disparu depuis plusieurs jours maintenant. Les membres de sa famille commencent à s'inquiéter, même s'ils sont habitués aux absences inopinées de cette dernière. Seulement, il y a plusieurs jours que Crystal s'est éclipsée, ce qui est suffisant pour que son cas soit rapporté auprès de la police du coin. Tristement, le passé obscur de la mère de famille ne motive pas les policiers à lancer des recherches, ceci indiquant qu'elle est majeure et a tout à fait le droit de disparaître. La famille de Crystal n'abdique pas et part donc à sa recherche, sans l'aide d'une police à l'évidence en pleine politique du deux poids deux mesures. Évidemment, les investigations de la famille sont un échec, alors même qu'ils ont imprimé des tracts, sillonné la ville de Cleveland dans son entièreté et questionné un grand nombre de personnes. Ils découvriront que le dernier endroit où Crystal a été vue fut l'Imperial Avenue, mais la piste se stoppera là. Un mois plus tard, toujours sur l'Imperial Avenue, c'est l'ensemble des résidents du quartier qui relèvent une forte odeur de viande en décomposition au point de s'en plaindre. Il faut dire qu'il y a cette usine de fabrication de saucisses non loin, et les émanations sont si dérangeantes que des effectifs du département de la santé de la ville sont envoyés pour inspecter. Ils ne trouveront jamais la source, qui est en réalité la dépouille en putréfaction de Crystal dans le jardin d'Anthony. Alors, les habitants finissent par vivre avec. L'effervescence autour de la disparition a calmé Anthony, à moins que le plaisir ressenti lorsqu'il a ôté la vie et le souvenir indélébile que cela a procuré n'ait, comme une forme de drogue, fait planer le meurtrier jusqu'à ce qu'il redescende et soit en manque. Les mois passent sans qu'Anthony ne tue à nouveau. Nous sommes à présent en 2008, au mois de juin, plus d'un an après la tragique disparition de Crystal. Tayshana Culver, âgée de 31 ans, est une femme au parcours de vie tumultueux. Peu après le lycée, son petit ami qu'elle aime du plus profond de son cœur commet un acte qui la choquera à tout jamais, il met fin à ses jours. Ceci engendre une dépression ainsi qu'une succession de mauvais choix, à commencer par la consommation de crack. Ceci n'empêche aucunement Tayshana d'avoir 5 enfants, mais l'éducation de ceux-ci est chaotique avec la présence constante de substances dans les parages et la prostitution à laquelle la mère s'adonne pour pouvoir se la payer. Heureusement, la mère de Tayshana s'occupe du mieux qu'elle peut de la petite famille qui vit sur l'Imperial Avenue. Nous ne connaissons pas la raison précise, bien qu'elle soit certainement liée à la recherche d'une dose, mais Tayshana se retrouve dans la maison d'Anthony. Au pire des moments, car celui-ci est aussi en manque. Il veut retrouver cette sensation de domination qu'il a ressentie lorsqu'il a regardé droit dans les yeux Crystal en train de mourir. Alors que Tayshana se trouve chez lui, les pulsions d'Anthony Sowell le font basculer dans cette rage meurtrière enfouie chez lui.
Il tabasse la femme si brutalement qu'il lui fracture la clavicule. Une fois à sa merci, comme à son habitude, il l'attache aux pieds et aux poignets à l'aide d'un câble. Il saisit un long morceau de tissu d'une longueur d'environ 1 mètre qu'il enroule autour du cou de sa victime, puis serre. L'étreinte est de plus en plus forte. Anthony observe la vie quitter Tayshana et s'en satisfait. Le monstre vient de prendre sa dose de plaisir macabre. Désormais, il faut se débarrasser du corps. Simplement, il n'est pas question de faire une deuxième fois l'erreur en l'enterrant dans le jardin et risquer d'affoler le voisinage avec l'odeur de décomposition. Il décide donc de placer la dépouille dans le vide sanitaire de sa maison. Quelle erreur! L'été est chaud à Cleveland et l'odeur de putréfaction ne fait qu'augmenter dans le quartier de l'Imperial Avenue. Peu importe pour Anthony, il lui en faut plus. Il n'attendra pas un an supplémentaire pour assouvir ses pulsions. Le monstre en lui est totalement libéré. Deux mois passent, nous sommes en août 2008 et Anthony ne vit plus que pour une chose, tuer. LeShonda Long, une jeune femme de 25 ans au passé chaotique comme les dernières victimes du tueur en série, se retrouve sur l'Imperial Avenue. Si elle est à cet endroit, ce n'est que par intérêt pour le crack, substance qui a conduit les autorités américaines à lui retirer la garde de ses 3 enfants. Et comme une destinée inéluctable, la voici qui se retrouve dans la maison d'un prédateur dont elle ignore le degré de violence. Quelques semaines plus tard, plus personne n'a de nouvelles de la jeune femme. Ce qui interpelle sa famille parce qu'elle n'a pas contacté son père pour lui souhaiter son anniversaire. Une habitude que, pour rien au monde, elle ne stopperait. Les membres de la famille de LeShonda ne le savent pas encore, mais ils ne la reverront plus jamais. Celle-ci ayant été assassinée par Anthony Sowell, toujours par le même procédé, en attachant puis étranglant sa victime. Mais la difficulté pour le tueur réside dans la façon de se débarrasser des corps. Les laisser chez lui pose le problème de l'odeur. Alors, avec le cadavre de LeShonda, il envisage le démembrement. Il passe des heures entières à découper les parties du corps de la pauvre LeShonda Long. Il répartira des morceaux dans divers endroits, mais conservera le crâne dont il a ôté la mâchoire inférieure. Il stocke la partie de la tête de la femme dans un seau en plastique traînant dans sa cave. Certainement en guise de trophée comme le font régulièrement les tueurs en série afin de se remémorer les moments qu'ils ont passés à tuer. D'ailleurs, Laurie, malgré sa rupture avec Anthony, rend parfois visite à ce dernier et remarque aussitôt l'odeur nauséabonde que l'homme justifie par la présence de l'usine de saucisses. Elle n'est cependant pas naïve, elle se doute que des choses étranges se déroulent en ces lieux. Anthony a souvent des blessures semblables à de profondes griffures. Entendez par là qu'il pouvait être entaillé jusqu'à la chair. Il y a aussi du sang qui apparaît à l'intérieur de la maison, sur les murs, le sol et bien d'autres endroits. Anthony a tout le temps une explication. Soit il s'est fait agresser lorsqu'il volait du cuivre dans les maisons et bâtiments abandonnés, soit un individu s'était introduit chez lui pour le cambrioler et il avait dû se défendre. Laurie ne cherchera pas plus loin, étant surtout ici pour prendre une dose et se détendre. Ce qu'elle ignore, c'est que dans la maison gisent 3 cadavres. À partir du mois d'octobre 2008, Anthony Sowell, certes, est un tueur en série, mais devient véritablement un chasseur, tandis qu'auparavant, il patientait qu'une victime potentielle entre chez lui. À présent, il invite des femmes, toujours avec un profil similaire, ayant une vie compliquée, une dépendance et pour la plupart également contrainte de se prostituer. Anthony le sait, des femmes addictes ne pourront presque pas refuser l'offre alléchante de se voir proposer une dose gratuite. C'est de cette manière qu'il est parvenu à convaincre Michelle Mason, âgée de 45 ans, ainsi que Tonya Carmichael, âgée de 53 ans, à entrer dans la maison de l'horreur. Ces 2 femmes sont des mères de famille, et les 2 partagent cette terrible dépendance au crack, mais seule Michelle était amenée à se prostituer ponctuellement. La première des 2 à perdre la vie, c'est Michelle, en octobre 2008. Un mois plus tard, Tonya fait également l'erreur d'entrer en contact avec le meurtrier. Dans les 2 cas, les femmes sont violentées, attachées à l'aide de câbles aux mains et aux pieds, avant d'être étranglées lentement. Anthony prend de plus en plus de temps à faire mourir ses victimes. Il souhaite que ce moment soit le plus long possible, contrairement au meurtre précédent. C'est de la pure folie, il est monstrueux, laissant place uniquement désormais à ses horribles pulsions.
Cette fois-ci, pour se débarrasser des cadavres, il ne les découpera pas dans la mesure où c'est un travail bien trop harassant. Il décide d'envelopper Michel et Tonia dans une première couche de plastique, avant de les enrouler dans de grosses couvertures et, enfin, les enterre dans son jardin au sein d'une tombe dont la profondeur est tout juste suffisante pour les recouvrir. Après qu'un certain temps se soit écoulé, les familles ont signalé les 2 disparitions. À nouveau, la police, comme dans le cas de Malvette et des victimes précédentes, ne voit pas un grand intérêt de partir à la recherche de ces personnes à problème. Un désintérêt fâcheux lorsque l'on sait que s'ils avaient fait un simple recoupement basé sur les endroits des disparitions, ils auraient compris que toutes ont en commun l'Imperial Avenue. Et en s'y rendant, l'affaire était quasiment bouclée. Ils n'avaient littéralement qu'à suivre l'odeur des cadavres en décomposition pour toquer à la porte d'Anthony Sowell. Mais les préjugés des policiers sur ces victimes ont été plus forts, ce qui a conduit Gladys Wade dans les filets du redoutable tueur en série. C'est la fin de l'année 2008, le mois de décembre est entamé et Gladys Wade, une femme quarantenaire, sort tout juste d'une épicerie se trouvant sur l'Imperial Avenue où elle y a acheté une bière. Elle descend la rue lorsqu'elle est interpellée par un homme se tenant sur son perron. Celui-ci lui demande si elle souhaite boire une bière. Gladys répond que non, elle est déjà en train de siffler la sienne, puis reprend sa route. Subitement, elle est frappée au visage. Un étranglement s'ensuit, l'empêchant de crier, ses voies respiratoires ainsi que ses cordes vocales étant complètement comprimées. L'homme est évidemment Anthony Sowell. Il traîne Gladys inconsciente à l'intérieur de sa maison et la dépose au 2e étage. À son réveil, Gladys constate qu'elle se trouve dans une demeure. Elle est seule et commence à réagir. Mais à peine a-t-elle le temps de bouger qu'Anthony arrive en courant et lui assène de violents coups de poing au visage. Dans le sillage de cette brutale agression, il lui ordonne de se déshabiller. Seulement, contrairement aux premières victimes qui étaient parvenues à s'échapper de la maison en obéissant, Gladys refuse de se soumettre et décide d'affronter le psychopathe. Elle rend les coups à Anthony du plus fort qu'elle peut en visant les parties génitales de l'homme. Ceci lui permet de faire reculer un instant son assaillant pour courir vers les escaliers. Elle crie le plus fort possible afin d'alerter le voisinage. Mais en réponse, le tueur réplique en hurlant « Tu peux crier autant que tu veux, salope, tu vas mourir ». Un moment terrifiant, Gladys sait que sa vie est en jeu, surtout que l'homme la poursuit, il est juste derrière elle. Il finit par l'attraper, mais avec l'élan, il dévale les escaliers en bas desquels la femme se relève le plus rapidement possible. Elle court vers une fenêtre qu'elle brise, ce qui lui lacère profondément la main droite. Peu importe, elle tient un morceau de verre qui lui sert d'arme. Gladys est projetée au sol avec Anthony sur elle à califourchon, les mains posées sur son cou en train de serrer. Elle taillade la peau en profondeur de l'agresseur au niveau du visage. Il est recouvert de sang, les blessures sont importantes, mais il n'abandonne pas. Le morceau de verre est inutile, comme si Anthony ne ressentait aucune douleur, ceci étant certainement dû à l'adrénaline déversée dans son corps. Alors, Gladys tente ce qui a déjà fonctionné, un coup bien placé dans l'entrejambe comme dernier espoir. Bien joué, cela fait lâcher prise le fou et offre suffisamment de temps à Gladys pour s'enfuir. Une fois dans la rue, elle court sans se retourner. Elle atteint finalement une pizzeria où elle sollicite de l'aide et qu'on appelle la police. Seulement, les gérants sont plus inquiets par le sol sali du sang de Gladys que de lui venir en aide et la repoussent à l'extérieur. Par chance, une voiture de police patrouille dans la zone. Enfin, le calvaire de la femme se termine. Les agents lui demandent ce qu'il s'est passé. Elle raconte tout, puis elle est conduite à l'hôpital avant de se rendre au poste. Suite à son histoire incroyable de survie, des policiers sont envoyés à l'adresse d'Anthony. L'homme ne s'est pas enfui, et il a encore moins nettoyé les traces évidentes prouvant la lutte acharnée contre Gladys. La suite logique serait un interrogatoire suivi d'une inculpation pour tentative de meurtre et meurtre une fois que la propriété eut été fouillée. Mais ce ne sera pas le cas. Le procureur ne lancera pas de poursuite à l'égard d'Anthony. Il considère que Gladys est une toxicomane dont la valeur des propos peut être remise en question. De plus, selon lui, il n'y a pas de preuves suffisantes. C'est la parole de la femme contre celle d'Anthony. Peu importe le sang, les traces de lutte ou même l'odeur immonde qui se dégage de la maison, aucune charge n'est retenue et la police va remettre en liberté un tueur en série.
Vous le savez, un tueur en série ne s'arrête qu'une fois qu'il se trouve derrière les barreaux. Au mois de janvier et d'avril 2009, l'inévitable se produit. Kim Smith, une femme de 44 ans, ainsi qu'Amelda Hunter, âgée quant à elle de 47 ans, sont attirées dans la tanière du monstre. Malgré, il est vrai, une dépendance au crack, toutes deux mènent une vie relativement normale, étant très proches de leur famille. Leur disparition inquiète aussitôt. Malheureusement, Kim, tout comme Amelda, ont été tués de la même façon que les victimes précédentes par Anthony et enterrés aux côtés des autres cadavres qui s'amoncellent dans le jardin du meurtrier. Le 21 avril 2009, quelques jours seulement après le meurtre d'Amelda, Tanya Doss, une femme de 43 ans habitant sur l'Imperial Avenue, se rend le soir chez Anthony. Ce dernier avait convié de nombreux autres voisins du quartier à un barbecue, mais aucun ne s'était présenté, hormis Tanya, à cause de l'odeur immonde qui se dégage de chez lui. Cela fait 4 ans qu'elle connaît l'homme, ils ont bien sympathisé, et comme elle n'a rien prévu ce soir-là, elle s'est rendue chez lui. La soirée se déroule bien, ensemble ils mangent, boivent et discutent, mais au gré des heures, l'attitude d'Anthony se met à changer, comme si quelque chose le contrariait. Puis d'un coup, il se jette sur Tanya, il la maintient au sol et l'étrangle. Ses yeux sont remplis de sang et il dit à la femme « Si tu veux vivre, frappe 3 fois au sol ». Immédiatement, elle s'exécute. Anthony relâche la pression puis indique « Tu ne me connais pas, je pourrais te tuer ». S'ensuit un torrent d'insultes. Tanya essaye de rester calme, mais Anthony vrille et se met à la frapper au visage. Il lui ordonne de se déshabiller. Elle accepte et demande si elle peut utiliser la salle de bain. Anthony acquiesce. Lorsqu'elle revient dans la chambre, il semble que l'homme se soit apaisé. Le voici allongé sur son lit. Tanya tente un coup de poker et le rejoint. Elle peut voir Anthony regarder dans le vide et sait qu'elle vient de frôler la mort. Pour ne pas le contrarier, elle passe la nuit dans la maison. Le lendemain, Anthony fait comme si de rien n'était et lui propose une bière. Bien entendu, en plein début de matinée, Tanya a envie de tout sauf d'une bière. Simplement, elle ne souhaite pas provoquer une nouvelle crise chez lui, alors elle accepte. Elle fait semblant de recevoir un appel de sa fille, explique à Anthony que celle-ci a besoin d'elle et qu'elle va partir. L'homme ne s'y oppose pas, laissant Tanya quitter les lieux sans la retenir. Tanya rentre chez elle et décide de ne plus jamais fréquenter Anthony. Cependant, elle n'appelle pas la police parce qu'elle considère qu'ils ne feront rien et risque d'avoir elle-même des problèmes. En revanche, elle se confie à sa meilleure amie, elle aussi âgée de 43 ans, Nancy Cobb. Cette dernière n'en revient pas de l'histoire de Tanya. Elle connaît aussi Anthony et elle est persuadée que jamais il ne pourrait faire une telle chose. Ensemble, ils ont certainement fumé du crack et Tanya délire complètement. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le 24 avril 2009, Nancy se rend chez Anthony. Nancy Cobb sera la 8e victime du tueur en série. Elle est violée avant d'être étranglée puis son corps est enveloppé dans des couvertures et des sacs poubelles qui sont jetés dans le vide sanitaire de la maison. Voici qu'arrive l'été et l'odeur de putréfaction ne fait que s'amplifier, si bien que l'usine de saucisses à proximité va investir des milliers de dollars pour refaire ses évacuations, placer des filtres et tenter de réduire l'odeur. En vain, celle-ci ne provenant pas d'elle. Cette odeur n'est pas près de disparaître, puisqu'Anthony, entre les mois de juin et septembre 2009, ôte la vie à 3 nouvelles victimes. Telacia Fortson, âgée de 31 ans, Janice Webb, âgée de 41 ans, et Diane Turner, âgée de 38 ans. Ces 3 femmes sont toutes mères de famille, mais également toutes assassinées par l'étrangleur de Cleveland. Notez qu'Anthony, avec les cadavres de ses dernières victimes, fait preuve de négligence. Il ne prend plus la peine de les enterrer, certains sont laissés tels quels dans une chambre, d'autres jetés au grenier. Il n'y a plus aucun effort pour tenter de dissimuler le massacre. Mais pourquoi en faire, puisque personne n'est là pour l'arrêter malgré des preuves évidentes. Le 22 septembre 2009, Latundra Billups, une femme de 37 ans qui connaît Anthony depuis plus de 2 ans, se rend chez lui pour le même motif, obtenir une dose de crack. Habituellement, ils passent du temps ensemble au dernier étage de la maison. Et puisqu'il y a des cadavres à présent à cet endroit, Anthony conduit Latundra dans une chambre à un étage inférieur. La folie de l'homme étant à son paroxysme, Latundra, en se rendant seul chez lui, vient de se jeter dans la gueule du loup.
Après avoir feint de passer un bon moment en sa compagnie, Anthony s'est rapproché d'elle avec les intentions malveillantes qui l'animent depuis plusieurs années désormais. Il place ses mains autour de son cou en serrant légèrement, mais suffisamment pour gêner la toundra qui le repousse, ce qui le fait plonger dans une colère noire. Il frappe la femme avec une violence inouïe, tout en lui arrachant ses vêtements et en la projetant au sol. Il saisit un câble qu'il passe autour de la gorge de sa victime, puis serre jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, avant de s'adonner aux sévices sexuels qu'il fait subir aux femmes qu'il persécute. À la grande surprise d'Anthony, la toundra n'est pas morte. Elle se réveille avec une sensation désagréable de brûlure autour du cou. Le tueur a serré si fort que la peau s'est en partie déchirée. Anthony est assis sur une chaise et n'en revient pas qu'elle ait pu survivre à une telle attaque. Il reste calme, la regarde et lui dit « Je vais te tuer et ensuite mettre fin à mes jours parce qu'on va bientôt m'envoyer en prison. » La toundra essaye de l'attendrir en lui disant que tout va bien se passer, il n'ira pas en prison et qu'elle ne lui en veut pas. Anthony se confie à elle, lui disant qu'il a traversé beaucoup d'épreuves et que c'est difficile pour lui. La toundra ne fait qu'écouter, et un miracle se produit de lui-même. Le tueur la raccompagne à la sortie de cette maison de l'horreur. Libérée, elle fait semblant de marcher normalement pour ne pas éveiller les soupçons du fou qui l'observe, et une fois qu'elle a tourné au premier coin de rue, se met à courir à toutes jambes. Direction l'hôpital pour faire prouver qu'elle a subi un viol, avant de se rendre à la police avec cette preuve afin d'étayer ses dires. La police mettra 3 semaines avant de contacter à nouveau la toundra pour annoncer qu'enfin, il dispose de toutes les preuves pour procéder à l'arrestation d'Anthony. Bien sûr, la lenteur de la procédure n'est pas sans conséquence. Durant ce laps de temps de presque 1 mois, le 19 octobre 2009, le tueur attire une nouvelle femme chez lui. Il s'agit de Shawn Morris, âgé de 51 ans, à qui Anthony a proposé gratuitement une dose, mais tout se passe bien. Ensemble, ils passent un moment de détente et lorsque Shawn décide de s'en aller, son hôte la raccompagne jusqu'à la porte. La voici dehors, bien plus chanceuse que d'autres femmes, mais elle doit retourner chez Anthony. Elle a oublié sa carte d'identité. Vous connaissez l'humeur changeante du détraqué. Quand Shawn se présente à nouveau, c'est le monstre qui ouvre la porte. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, Anthony l'étrangle et la traîne dans les escaliers. Tout au long du chemin, il lui murmure à l'oreille « Tu ne partiras pas d'ici. Tu n'iras nulle part avant que je te le dise. Si tu cries ou cours, je te tue. » Tandis qu'il lui inflige des sévices insoutenables, la femme pousse des cris de douleur. Alors, pour les couvrir, Anthony descend au rez-de-chaussée pour mettre de la musique. C'est le moment ou jamais pour Shawn. Elle réfléchit rapidement et aperçoit la fenêtre ouverte, c'est la seule issue. En regardant en bas, elle comprend que la chute sera dure, d'autant plus qu'elle est totalement dénudée. Il n'y a pas le choix, c'est se jeter dans le vide ou bien rester captive de ce psychopathe. Shawn s'élance, lorsqu'elle touche le sol, ses 2 poignets se brisent, 8 de ses côtes et son crâne se fracturent. L'employé d'un restaurant en face de la maison voit une femme nue faire une lourde chute et souffrir au sol. Il accourt donc afin de lui apporter son aide. Avant qu'il atteigne Shawn, Anthony sort de chez lui torse nu et indique qu'il va s'occuper d'elle, c'est sa femme, elle est tombée accidentellement, il n'y a pas besoin d'appeler les urgences. Mais l'ambulance a déjà été contactée et Shawn Morris sera sauvé grâce à l'intervention des secouristes qui l'ont amenée à l'hôpital. Simplement, elle ne portera pas plainte dans la mesure où elle est mariée et cette histoire l'aurait mis dans l'embarras. Comment expliquer et faire comprendre qu'elle était nue chez un autre homme ? Et ce n'est pas grave, la police est enfin sur le coup, et le 29 octobre 2009, les forces de l'ordre débarquent chez Anthony Sowell suite à la plainte déposée par la toundra Billups il y a 1 mois. Sans surprise, quand ils toquent à la porte de leur suspect, il n'y a personne. Alors, ils entrent de force. La maison est un taudis, il y a des pipes à crack qui traînent partout, des fenêtres cassées, mais surtout ça pue. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la police va faire un effort en cherchant ce qui est à l'origine de cette odeur insoutenable. Ils n'ont pas à chercher bien loin, 2 cadavres sont découverts dans l'une des chambres. Forcé d'approfondir les recherches, le compte grimpe à 6 avec les 4 autres dépouilles qui se trouvent dans la maison. Le chiffre final sera 11 cadavres lorsqu'ils déterrent enfin les corps dans le jardin. C'est une bonne chose pour les familles qui pourront entamer leur deuil.
En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'un tueur en série totalement déséquilibré se balade librement dans les rues de Cleveland. C'est une véritable chasse à l'homme qui démarre. 12 000 $ de récompenses sont offerts à celui ou celle qui apportera suffisamment d'informations permettant l'arrestation de celui-ci, qui est désormais surnommé l'étrangleur de Cleveland par les médias. Son visage est littéralement sur tous les supports médiatiques. Pourtant, Anthony Sowell n'est pas loin, à quelques rues seulement de sa maison où sont exhumés des cadavres. Il passe du temps tranquillement avec son neveu, chez ce dernier, avec qui il joue à des jeux vidéo. Anthony savait que sa dernière victime serait certainement celle qui conduirait les policiers chez lui. Encore. Alors, il a délaissé la maison de l'horreur pour se réfugier chez son neveu. Mais le 29 octobre, la rumeur qui s'était propagée dans le voisinage devient vraie. Des cadavres sont présents sur la propriété d'Anthony. L'une de ses voisines, Debbie Madison, sait qu'il se trouve chez son neveu. Le jour même, Debbie ne se rend pas auprès des policiers, mais va directement rencontrer Anthony à qui elle explique que des corps ont été sortis de son jardin. Puis, elle annonce à l'homme qu'elle va l'accompagner jusqu'à sa maison où se trouvent les policiers puisqu'il doit absolument parler avec eux. Le tueur en série l'écoute attentivement et acquiesce. Il va la suivre pour mettre fin à tout ceci. Ensemble, ils descendent de la rue. Durant leur marche, Anthony exprime ses remords, disant qu'il était contraint de le faire parce qu'il est pris de folie qui l'empêche de se contrôler. Et plus ils avancent, moins l'homme semble déterminé, au point que lorsqu'il aperçoit les voitures de police, il se fige. Il demande à Debbie de l'accompagner chez sa sœur, et contre toute attente, elle accepte. Là-bas, Anthony confirme à sa sœur qu'il est bien le meurtrier, et que tout est vrai, qu'il ne sait pas ce qui lui prend, qu'il se sent obligé de le faire, qu'il l'aime, mais qu'il doit partir parce que la police va l'arrêter. Alors même que l'étrangleur de Cleveland était à 2 doigts d'être enfin mis derrière les barreaux, le voici en fuite. 2 jours s'écoulent, nous voici le 31 octobre. Il n'y a toujours aucune trace d'Anthony Sowell, jusqu'à ce qu'un témoin annonce l'avoir vu à quelques rues de l'Imperial Avenue. Des policiers sont sur place, ils fouillent le coin sans relâche, mais impossible de lui mettre la main dessus. L'un des derniers espoirs est une maison abandonnée du quartier. Ils font bien de la visiter parce que leur cible est à l'intérieur. C'est donc le 31 octobre 2009 qu'Anthony Sowell, ce meurtrier sadique, est placé en état d'arrestation et conduit au poste de police pour y être interrogé. 8 heures durant, Anthony est sur le grill, mais il refuse de reconnaître les faits. Il dit que ses seuls souvenirs à propos de ces meurtres sont issus d'un cauchemar et n'aide absolument pas les enquêteurs à comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Peu importe, il dispose de suffisamment de preuves pour l'inculper et le présenter devant le juge. C'est donc le 27 juin 2011 que débute son procès, pendant lequel il devra faire face à 85 chefs d'accusation. S'agissant des tentatives de meurtre sur toutes les victimes survivantes, Anthony plaide non coupable du fait de troubles mentaux qui lui ont fait perdre la maîtrise de lui-même. Le procès est l'un des plus longs de l'histoire de la ville de Cleveland. Les familles des victimes ainsi que les femmes survivantes passent tout à la barre afin de raconter leur calvaire. Notez qu'au début de cette procédure, on apprend que l'odeur désagréable qui émanait de la maison du tueur a débuté en réalité en 2005, soit 2 ans avant la date de son premier meurtre. Certains morceaux des corps des victimes ayant été dissimulés à plusieurs endroits, il se pourrait que le compte soit bien plus élevé que les seules 11 femmes retrouvées chez l'étrangleur de Cleveland. Nous voici désormais le 10 août 2011, date à laquelle le verdict doit être rendu. Le jury se retire 15 heures d'affilée avant de revenir avec sa décision. Anthony Sowell est reconnu coupable de 84 des 85 chefs d'accusation à son encontre. Ceci conduit le juge à prononcer comme sanction à l'égard du meurtrier la peine de mort. Cette sanction, cependant, ne sera jamais appliquée. Le 8 février 2021, Anthony Sowell meurt en prison d'une maladie incurable. Aujourd'hui, sur l'Imperial Avenue, la maison de l'horreur a été détruite pour laisser place au parc des 11 anges, visant à maintenir leur mémoire plutôt que celle de leur immonde bourreau. Voici pour l'histoire de l'étrangleur de Cleveland. Si vous avez apprécié que je vous raconte cette affaire, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.